Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Zombicide White Death, donc le nouvel opus de Cool Mini en note concernant le fantastique médiéval après Zombicide Black Plague et Green Horde. Donc cette vidéo s'adresse uniquement à ceux qui connaissent déjà Zombicide. Je ne vais pas reprendre les règles de Zombicide, je vais juste parler des particularités de White Death. Je vais commencer par les cartes personnages. Les cartes personnages ont un petit supplément ici qui est une action pour les gardes. Effectivement, dans ce Zombicide White Death, on va avoir des alliés qui seront les gardes. Donc chaque personnage de Zombicide White Death a une petite capacité de garde. Je vous expliquerai bien sûr comment tout fonctionne, tout s'harmonise. Donc les cartes de garde, par défaut, un garde, s'il fait une action de corps à corps, bah, c'est portée 0. S'il fait une action à distance, c'est 1. Donc ces petits chiffres-là, je crois que c'est la première fois qu'on les voit. 1, c'est la portée minimum, et 1, c'est la portée maximum. Alors qu'avant, c'est vrai qu'on mettait, par exemple, pour les attaques à distance, on pouvait avoir des portées, notamment 0. On peut avoir 0 ou 1. Donc comme toutes les attaques à distance, il y a toujours deux portées, bah là, il y a un minimum, un maximum. Ils jetteront un dé, c'est sur du 4+, ça fait un dégât. Ces compétences-là pourront s'améliorer suivant le survivant qui va leur donner un ordre. Tout ça, on y reviendra plus tard. Voilà, donc c'est à prendre en compte. Il y a les gardes. Nous allons avoir également différents jetons qui vont servir pour les personnages. Ça peut être, voilà, peut-être c'est mieux comme ça. Ouais, bon. On aura les chaudrons remplis d'huile bouillante, donc qui serviront uniquement pour les survivants ou les gardes. L'échelle de corde, pareil, qui servira uniquement pour les gardes ou les survivants. Et le pion gel, qui pour l'instant concernera uniquement les survivants, essentiellement. Nous allons avoir des petites tuiles, alors très fines, hein, en carton, de corruption, et un jeton qu'on va appeler signal. Ouais, la mise au point, elle est vraiment pas terrible avec cette cam. Voilà. Donc la corruption, ça va venir sur le plateau. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Et ce jeton, c'est le jeton signal. Dans chaque scénario, ce jeton va servir pour le nécromancien. Voilà, je cherchais. Le nécromancien profanateur. Bien évidemment, je vous expliquerai à quoi il sert un petit peu plus tard. Et ensuite, les nouveaux jetons. Alors quand je dis nouveaux jetons, nouveaux dans leur conception, nous avons les zones d'invasion numérotées de 1 à 4, sachant que dans les dernières zombicides, on avait surtout la 1 qui était numérotée et pas les autres. Donc là, il n'y a que des zones rouges, et cette zone servira uniquement aux nécromanciens profanateurs. Bien évidemment, je vous expliquerai tout ça, comment ça va fonctionner après, notamment cette tuile d'apparition. Et enfin, nos ennemis. Le tour, alors pareil, hein. Est-ce que c'est mieux? Ouais, ok. Nous allons, dans cette boîte de base, nous avons le nécromancien profanateur et nous avons l'abomination canne. Je vous expliquerai après leur pouvoir particulier avec une mise en place. Voilà. Sachant que vous pourrez toujours jouer avec les autres nécromanciens et abominations que vous avez pu avoir. Mais tout ça, on y reviendra en fin de vidéo.
Hein, il y a des petits ajustements. Voilà. Donc le nécromancien profanateur joue avec les zones de corruption. Et l'abomination Khan, bah, vous verrez son petit pouvoir qui est vraiment lié, on va dire, à Zombicide White Death. Pour les jouer sur d'autres scénarios qui n'ont pas l'étude de Zombicide White Death, elle ne sert pas à grand chose. Donc nous allons passer au plateau. Il y a deux sortes de tuiles. Les tuiles qu'on est habitué, qu'on connaît habituellement, hein, donc les zones de bâtiments, les zones de rue, mais il y a également d'autres zones qui sont un peu spécifiques, qui sont des zones de bâtiments, mais un petit peu particulières. Ce sont ces zones-là. On les voit par rapport au mur. En fait, ce sont des ruines. Donc ce sont des zones qui sont considérées comme du bâtiment, pour tout ce qui est ligne de vue. La seule différence entre une tuile bâtiment comme ça, en gros habité, et une tuile de ruine, dans les ruines, on ne peut pas fouiller. Mais ça reste une zone de bâtiment, pour les lignes de vue. Hein. Par exemple, on va prendre ce personnage qui est ici, verra sur cette zone de ruine, mais ne verra pas sur celle-là, parce que ce n'est pas une zone de rue. Donc on va commencer avec le nécromancien. La particularité du nécromancien. Je vais placer ici des zones d'invasion. Donc à la phase d'invasion, on va piocher une carte par zone. Et si on pioche le nécromancien va apparaître, et si par exemple il arrive sur la zone 2, on va mettre son jeton profanation sur la zone 2, on va faire apparaître le nécromancien. À la fin du prochain tour, le nécromancien, lui, ne bouge pas. S'il n'y a pas de survivant dans sa zone, dans ce cas-là, on va venir placer... Ah pardon, si j'ai oublié. Lorsqu'il apparaît, on met une zone de profanation. La profanation, ce sont ces tuiles-là. Donc, à la fin de son tour, s'il n'y a pas de survivant sur sa zone, son action ne sera pas de bouger, il restera toujours sur place. Par contre, on va faire avancer la zone de profanation en direction du signal. Voilà, j'avais oublié de le placer. Hein. En fait, le signal sert juste à ça. Si jamais la zone de profanation arrive, enfin la corruption arrive sur le point signal, la zone de signal, la partie est perdue. Donc à la fin de son tour, il va s'activer. Qu'est-ce qu'il va faire? On va prendre le chemin le plus court en direction du signal, quel que soit le terrain. C'est-à-dire ici, ce serait une tuile de bâtiment. Ça recouvre la tuile de bâtiment. Premier impact sur le jeu, cette tuile n'est plus un bâtiment, c'est considéré comme une zone de rue. Ensuite, on va déplacer la zone d'invasion qui a généré le nécromancien sur cette zone-là. La zone de spawn, d'invocation du nécromancien, elle reste quand même sur cette zone-là. C'est-à-dire quand on va tirer après pour la prochaine phase d'invasion, on va tirer la zone 1, la zone 2, la zone 3, ainsi que l'invasion. Tour suivant, on continue, le survivant, le nécromancien, il n'y a aucun survivant sur sa zone. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? À son activation, il va de nouveau mettre une zone de corruption et on avance
le jeton d'invasion qui a généré, qui est à l'origine en fait de la corruption. Maintenant, on part du principe qu'il y a un survivant sur sa zone. Donc dans ce cas-là, à son activation, le nécromancien ne va pas pouvoir prolonger la zone de corruption, il va infliger un dégât au survivant qui est sur sa zone. C'est un des moyens qui permet de stopper temporairement la corruption. Pourquoi? Parce que la corruption, une fois qu'elle est sur le plateau, il n'y a plus rien il y a rien qui pourra l'enlever. Et maintenant, admettons que le survivant tue le nécromancien. Donc le nécromancien, par défaut, sur les armes de mêlée, on choisit toujours qui on cible avec les survivants. À distance, le nécromancien serait le dernier ciblable sur sa zone. Voilà. Le survivant élimine le nécromancien. Dans ce cas-là, on retire le nécromancien. On retire la zone de profanation. Et ça s'arrête là. Par contre, une petite récompense pour le nécromancien. On va venir placer une carte crypte, face cachée, là où se trouvait le nécromancien. C'est-à-dire on trouve voilà, une arme légendaire sur sa zone. Pour une action, on pourra la ramasser. Voilà pour le nécromancien. Si jamais la zone de corruption arrive sur le jeton signal, alors le jeton signal, vous pouvez imaginer que c'est une relique, c'est un portail, c'est ce que vous voulez. En gros, la corruption s'étale partout et vous avez perdu le scénario. Donc notre nécromancien est mort. On a toujours nos 3 zones de spawn. Par contre, vous voyez, la zone 2, elle, reste en place. Imaginons maintenant une nouvelle phase de spawn. On repioche de nouveau une carte nécromancien. Le nécromancien apparaît ici. On place sa zone d'invasion et c'est reparti. C'est-à-dire plus la corruption va avancer, plus il y a un risque qu'un nécromancien apparaisse sur la zone 2. S'il apparaît sur la zone 3, on repart de nouveau. Et la zone 1, c'est exactement pareil. Donc en gros, le nécromancien, il a une grosse cible dans le dos. C'est un point important à ne pas oublier. Bien évidemment, vous vous rendrez compte qu'au cours des parties, le nécromancien est souvent bien protégé ou relativement loin au départ. Donc ça, c'était pour le nécromancien. Maintenant, je vais vous parler des gardes. Donc j'ai plus besoin de... Je retire les jetons, il n'y a pas besoin. Je vais vous parler des gardes. Donc les gardes, on va partir du principe, voilà, il y a un garde ici, il y a un garde ici. J'ai mon survivant. À son tour de jeu, un survivant peut dépenser une action pour donner un ordre à un garde. Enfin, à une garde. À une zone où il y a les gardes. Et vous verrez l'importance stratégique d'activer une zone et pas d'activer un garde. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme ordre? C'est en ordre, on peut donner déplacer, donc ce sera un déplacement d'une zone, faire une action de mêlée, donc on a vu les caractéristiques des gardes, c'est 1 dé par garde, et on touche sur du 4+, et on fait un dégât. Ou bien une action à distance. À distance, il peut cibler une zone adjacente avec une ligne de vue, et uniquement adjacente, il ne peut pas cibler sur sa case, et il tire un des 4 et il fait un dégât. Alors pourquoi je vous dis on active par zone? Si j'utilise une action de ce survivant pour lui, il fera une action. Si maintenant les deux sont ici, en une action, je peux très bien activer les 2 gardes. Et ça, c'est extrêmement important. Et dans la stratégie de jeu, vous verrez après, alors, sur cet exemple de terrain, c'est pas trop important. Ça peut l'être, mais pas trop. Ça l'a beaucoup plus une fois qu'on va jouer avec les remparts. Donc important, et un survivant ne peut donner qu'un seul point d'action à une zone contenant des gardes. Par contre, si vous jouez avec 6 survivants, ils peuvent chacun donner une action aux gardes, on pourrait très bien activer 6 fois ces gardes-là.
Sachant que sur chaque personnage, je vous ai montré tout à l'heure dans la compétence bleue, il y a une compétence qui est liée au personnage directement et une compétence liée quand il va donner une action au garde. Alors ça peut être plus une portée maximum à distance, ça peut être plus un dégât de mêlée, ça peut être, voilà, il y a plusieurs petits trucs, mais là, ça, vous les retrouvez, j'ai envie de dire, c'est classique, hein, ce sont des compétences que peuvent avoir aussi les héros. Donc l'importance, en fait, l'importance stratégique, c'est que essayez, si vous donnez une action, qu'il y ait plusieurs gardes qui soient concernés, ça sera beaucoup plus efficace. Hein, donc un rappel, quand on donne une action à un garde, on active toute la zone, tous les gardes de la zone. Donc restez groupés. Hein. Ensuite, on va reprendre un autre exemple. La règle de séparation des zombies. Donc, on va faire ça plutôt. C'est aux zombies de jouer, de s'activer. On a 4 walkers. Le zombie ciblé est celui-là. Donc, ils vont se déplacer de 1. Dans les autres zombicides, on séparait le groupe en 2 de façon équitable. Et après, si on avait un nombre impair, on en mettait un de plus d'un côté de l'autre. Là, il n'y a plus de séparation. C'est-à-dire tous les zombies, c'est vous qui allez choisir où vous les faites passer. Soit pour une action, vous les amenez ici. Soit pour une action, vous les amenez là. Il n'y a plus de séparation. Les zombies restent en meute, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'était la fameuse règle de séparation. Et maintenant, je vais mettre en action, si je le retrouve, voilà, le pion gel. Donc le pion gel, il y a un survivant qui a la capacité gel au départ, dans sa compétence bleue. Et autrement, il existe pour l'instant, il existe une arme crypte qui a aussi la compétence gel, qui met gel à distance. Alors gel, ça fonctionne comment? Le survivant, alors il y a un survivant, donc, comme je vous dis, qui a la compétence gel, où lui, il peut infliger gel quand il est en mêlée. Admettons que ce soit ce personnage-là. Je viens là, gratuitement, il peut geler la zone, donc il met un pion gel, il fait ses attaques et tout, et la capacité du pion gel, c'est lorsque les zombies vont s'activer, en gros, c'est comme s'ils étaient étourdis. Voilà. C'est-à-dire ils ne pourront pas attaquer, ils ne feront rien du tout. Ils ne pourront pas attaquer, ils ne pourront pas se déplacer. Donc là, il est sur une zone où il y a potentiellement 4 zombies qui pourraient l'attaquer. Après, il en élimine ou pas, ça on s'en fout. Voilà. À leur tour, eux ne feront rien. Et on défaussera à la fin du tour le pion gel. Voilà. Donc le pion gel, ça permet d'aller sur une zone où il y a pas mal de zombies. Et derrière, comme ça, on peut attaquer et on ne se prendra pas d'attaque à ce tour-là. Que ce soit des walkers, alors ils les appellent les marcheurs hein, dans la version française, ou que ce soit des runners ou des forcenés dans la version française. En fait, ça supprime toutes les actions. Ça, c'était pour le pion gel. Maintenant, on va passer à l'autre grosse nouveauté de Zombicide Wild. C'est le plateau Rempart. Alors, ce qu'aurait été cool, le cool mini hors note là, ça aurait été sympa un petit truc en carton à la Battle System où on monte des remparts. Après, vous pouvez le faire vous-même. Néanmoins, les tuiles sont suffisamment claires, sont suffisamment bien designées pour que vous puissiez bien faire la différence. Alors, une zone de rempart est considérée comme une zone de rue. Donc on ne peut pas la fouiller et elle ne bloque pas les lignes de vue. C'est-à-dire d'ici, on peut voir tout ce qui se passe de ce côté-là, tout ce qui se passe de ce côté-là. Pour accéder à une zone de rempart, on a des escaliers d'un côté. Lorsque ce survivant, par exemple, est sur cette zone-là, pour monter sur le rempart, c'est juste un déplacement. On ne vient pas compter l'escalier comme une zone. En fait, qu'on soit ici ou ici, ça ne change rien. Mais par contre, pour accéder au rempart, on est obligé de passer par un escalier. De l'autre côté, pour descendre,
ben, les survivants ne pourront pas descendre. Il n'y a pas d'escalier. Donc pour ça, il y a un objet qu'on retrouvera sur le plateau, systématiquement dans l'émission, qui s'appelle l'échelle de corde. L'échelle de corde, c'est quelque chose, c'est un objet pour une action, on peut le prendre, on le transporte, ça ne compte pas dans vos emplacements d'objets, et pour une action, après, on peut la déposer sur une zone adjacente, c'est-à-dire ici, l'échelle de corde va faire la jonction entre les deux zones qui sont ici. La zone de rempart et la zone de rue. Important, les échelles de corde servent uniquement aux gardes et aux survivants. Ils ne servent pas aux zombies. C'est-à-dire un zombie qui est ici ne peut pas prendre l'échelle de corde pour grimper ici. On verra après, il y a d'autres moyens pour qu'il grimpe. Donc ça, c'est l'utilisation de l'échelle de corde. Bon, après, on peut très bien de nouveau, pour une action, je descends. Je peux très bien récupérer pour une action, l'échelle de corde. Plus tard, me retrouver là et replacer l'échelle de corde et remonter ici. Là, ça sont les échelles de corde. Il y a 2 échelles de corde de manière générale par scénario. On va reprendre maintenant les zombies. Je vais mettre ici. Je vais mettre 2 gardes ici. Les gardes ont 1 point de vie et ils représentent aussi un jeton bruit. Alors, pardon. Les zombies, quand ils vont se déplacer, ils se déplacent toujours à vue. Donc à vue, je vous avais dit qu'ici, sur les remparts, c'est comme une zone de rue, on a une vue. Donc eux, ils ont une vue là, ils n'ont pas de vue là, puisqu'on n'est pas orthogonalement visible, lui n'est pas orthogonalement visible. Donc ce qui va se passer dans ce cas-là, les zombies là ne vont pas bouger, parce que c'est là où il y a le plus de bruit. Si maintenant, on avait... alors, j'ai pas la configuration de tuiles ici, je vais vous en faire une. Voilà, je vais vous faire ça. Et là. Donc si on regarde dans la règle de déplacement, avant, les zombies qui étaient ici, comme il y a une zone de bâtiment, plus une autre zone de bâtiment, ils ne voient pas le survivant qui est ici. Donc, quand on ne voit pas le survivant, on va regarder, ceux qu'on voit là sont plus proches, mais eux ne peuvent pas accéder. Donc c'est-à-dire que normalement, ils ne bougeaient pas avant. Maintenant, ça a changé. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte déjà toujours la ligne de vue. Ensuite, on va prendre le bruit. Et ensuite, on va prendre la possibilité d'accéder, d'arriver à un survivant, c'est-à-dire en passant par des zones libres. Ici, on a des zones libres. Même s'ils ne voient pas, il y a des zones libres. Donc dans ce cas-là, à leur tour, les 3 walkers vont venir ici. Voilà, ça évitait en fait d'accumuler là, et puis voilà. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Et il y a une zone libre. Si bien évidemment il avait été ici, là par contre les 3 zombies ne se déplaçaient pas. Alors là, ça va être intéressant. Si, hop, je vais rajouter ça. Et je vais maintenant vous expliquer les zombies. Ouais, mais dans ce cas-là, ils ne pourraient jamais bouger. Malheureusement aussi, il est prévu une petite carte. On va revenir sur les cartes. Voilà. Est-ce qu'il va régler... Voilà. Non. Bon. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon. Bon, je vais vous décrire, c'est là. Ouais, non, c'est chiant ça. Je vais peut-être la tenir comme ça. Est-ce que ça va être mieux comme ça? Voilà. Donc, parmi les cartes d'invasion zombie, vous avez des cartes siège zombie. Dans l'ordre, générer un rôdeur pour chaque zone de corruption. Les zones de corruption sont les zones vertes que je vous ai montrées lorsqu'il y a un nécromancien qui a commencé à corrompre
les zones. Donc là, placer un rôdeur sur chaque corruption. Ok. Et ensuite, les zombies peuvent effectuer un déplacement pour grimper sur un chemin de ronde et se rapprocher de leur zone de destination. Ignorer les remparts et les escaliers. Donc, ça veut dire que les zombies qui sont adjacents à une zone de rempart vont s'activer. Celui-là n'est pas adjacent à une zone de rempart. Sur une carte siège, il ne va pas s'activer. Par contre, les deux qui viennent ici, en ligne de vue, ils ont lui, ils viennent ici. Voilà. C'est le seul moyen pour les zombies classiques de passer par les zones de rempart. Pour info, juste, hein, les zones de corruption, hein, si on avait une zone ici, qu'on en rajoute une et que notre jeton signale au plus près là, ça viendrait là et ce serait considéré après par contre comme une zone de rue et plus comme une zone de rempart. Donc ce qui veut dire que quand la corruption... Bah non, pardon, non, je vous ai dit une bêtise. Je crois que ça reste un rempart, il me semble. Bon, en doute à vérifier. Voilà. Mais la corruption, elle va toujours tout droit. Que ce soit bâtiment, rempart, elle s'en fout. Elle va toujours tout droit. Et maintenant, autre exception, c'est l'abomination. Alors l'abomination Cannes, hein, c'est uniquement valable pour cette abomination. C'est-à-dire si vous jouez avec des abominations de Zombicide Black Plague ou Green Horde, les autres abominations n'ont pas ce pouvoir-là. Donc l'abomination Cannes, elle, pour une action, à son activation, elle a toujours qu'une action, elle vient, elle se déplace ici. Alors potentiellement ici, elle pourra aller là ou là, mais si hop, on vient là, elle va, elle traverse. Une fois que les zombies sont sur les remparts, mon survivant est ici. Alors prochain tour, lorsqu'ils devront s'activer, les zombies, bah, eux ils s'en foutent, escalier ou pas, boum, ils tombent. Ils descendent et ils se relèvent. Un peu comme ceux qui ont vu le film World War Z, où quand ils sont sur les remparts à Jérusalem, bah les zombies ils se jettent au sol, ils tombent et ils se relèvent et ils rattaquent. Voilà. Donc en fait, les zombies, le seul truc c'est que pour eux c'est plus compliqué d'accéder aux remparts. Par contre, une fois qu'ils sont sur les remparts, pour eux c'est des zones de rue classiques et ils foncent tout droit. Et enfin, pour terminer, la dernière nouveauté, je vous avais parlé des jetons chaudrons. Donc, pour déplacer un chaudron, il faut utiliser 3 actions. J'ai ce survivant qui est ici, début de son tour. Pour 3 actions, je viens ici, je pose le chaudron. J'enlève les gardes pour l'instant. Maintenant, si je veux utiliser le chaudron, 3 actions, et je déverse le chaudron sur cette zone-là, là où il y a les zombies. Donc le chaudron, on le retire du jeu. Il y a 4 jetons chaudron hein, par défaut. Alors vous n'aurez peut-être pas les 4 sur toutes les missions. Voilà. Bah, c'est comme un cocktail Molotov. Il rase toute la zone qui est en dessous. S'il y a une abomination de Walker, bah là c'est pareil. Tout est éradiqué, y compris les survivants, les gardes qui pourraient se trouver en dessous. Voilà, c'est un cocktail Molotov. C'est l'équivalent du cocktail Molotov. Autre point, alors là, j'ai pas. Ouais, malheureusement, j'ai pas un. J'ai pas. Voilà, si, c'est bon, je vais en prendre un. Voilà, j'ai 3 gardes. Il y a un chaudron. En action, un survivant peut donner un point. Et comme je vous ai dit, pour un point, bah, il active toute une zone. Il y a 3 gardes. 1, 2, 3. Ils peuvent soit déplacer le chaudron, s'ils se déplacent, ils ont un mouvement de déplacement, les 3 peuvent emmener le chaudron, ou pour les 3 points, comme ils sont 3, ils peuvent déverser le chaudron. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, l'importance stratégique du positionnement des gardes est vraiment primordiale. Alors que si il n'y avait eu que 2 gardes, ben ils peuvent pas jeter le chaudron, enfin l'huile bouillante sur les zombies qui se trouvent là. Par contre, un survivant pourrait très bien donner une action pour lui de se déplacer, et un autre survivant
peut donner l'action de déverser le chaudron. Voilà. Sachant que, pour rappel, par tour, un survivant ne peut donner qu'un point d'action au garde. Ce point d'action est déduit du nombre de points d'action du survivant. C'est-à-dire, si lui donne un ordre, après, il n'a plus que 2 points d'action. Hein, sauf effet de carte, où il y a un personnage qui donne une action gratuite au garde. Je pense que je vous ai tout expliqué. Il reste juste un petit point. Ici, il n'y a plus de jetons Bile de Dragon. Néanmoins, Bile de Dragon existe toujours. Alors c'est pareil, elle se combine toujours avec une torche. Alors, hop, je vais vous les retrouver. Bile de Dragon. Et torche. Je vais basculer, changer de caméra. Voilà, hop. Voilà. Donc la bile de dragon et la torche. Donc on doit combiner toujours les deux. Hein. La seule différence, c'est que maintenant, avant, la bile de dragon, on pouvait la placer. Un exemple, avant, on pouvait très bien placer la bile de dragon ici. Et puis quand il y avait des zombies, si un joueur défaussait la torche, la bile de dragon s'enflammait et ça cramait tout. Et puis le feu restait, ça empêchait éventuellement les zombies de venir. Voilà. Maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus cet effet-là. C'est-à-dire la bile de dragon fonctionne comme les cocktails Molotov de la première version de Zombicide. C'est-à-dire les cocktails Molotov, à l'époque, il fallait avoir la bouteille et le carburant pour venir enflammer, jeter le cocktail Molotov. Bah, la bile de dragon, là, c'est pareil. Voilà. Donc, c'est tout. Je pense que j'ai rien oublié pour les particularités de ce zombicide White Death. Maintenant, je vais vous parler juste d'un matériel additionnel qui a été ajouté avec la boîte de base. Donc, vous avez toutes les cartes. Voilà. Nécromancien, vous voyez, il y a marqué Nécromancien de Black Plague. En fait, vous avez toutes les cartes des nécromanciens et des abominations. Voilà, encore un. Voilà. Et des abominations que vous pouviez trouver dans Zombicide Black Plague Green Horde. Voilà. Donc vous pouvez très bien jouer avec plusieurs abominations ou avoir une abomination spécifique. Voilà, sachant que les abominations spécifiques, avec les remparts, c'est moins bon. Mais bon, c'est pas trop gênant. Voilà, il y a juste qu'il faut que je regarde quand même cette zone de corruption, si ça annule les remparts ou pas. Mais je ne crois pas. Hein. Et ce qui est super sympa, c'est que là, sur vos fiches de personnages, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est qu'en fait, hop, voilà, vos personnages, vous avez vu, en bleu, ils ont une compétence pour les gardes. Donc par exemple, là, c'est plus 1 de portée max. C'est-à-dire, si je fais tirer mes gardes à distance, au lieu de tirer à une case, ils peuvent tirer jusqu'à 2. De 1 à 2, voilà. Bah, ils ont rajouté des cartes gardes. Donc ces cartes de garde, avec la boîte de base, vous n'en avez pas besoin. Mais si vous voulez jouer, décidément, là, allez, ajuste. C'est pas vrai ça. Voilà. Si vous voulez jouer avec d'autres personnages qui n'ont pas ces compétences de garde, forcément, de Zombicide Black Plague ou Green Horde, vous pouvez piocher soit aléatoirement, soit vous prenez une carte qui vous intéresse et vous rajoutez cette compétence bleue au personnage. Donc c'est bien foutu en fait. C'est bien sympa qu'ils aient mis ça dans la boîte de base et pas qu'ils l'aient rajouté avec une extension. Donc je trouve ça plutôt cool. Donc c'était les particularités pour Zombicide Wild Death. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je répondrai. Voilà. Pour ma part, je trouve que ça amène une autre stratégie. Après, je ne suis pas objectif, hein, j'adore les zombicides. Mais je trouve que ça amène une stratégie qui est quand même pas mal. Si, autre point. Oui, j'oubliais quand même un point important. Dans ce zombicide, on va reprendre cette tuile-là. Il n'y a plus de porte
dans les bâtiments. Ce qui veut dire que comme il n'y a plus de portes, on ne générera pas de zombies lorsqu'on rentrera dans un bâtiment pour la première fois. Voilà. Donc là c'est pas mal aussi, c'est simplifié, c'est différent, c'est un système de jeu qui est un peu différent. Néanmoins, on retrouve quand même toutes les règles de base du zombicide. Hein. Quelqu'un qui n'aime pas zombicide, c'est pas avec White Death qu'il aimera plus le zombicide. Enfin, je pense pas. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, ben, je vous dis salut et à bientôt.